Je vous les présente rapidement. Philippe Leferrand, on parle de la gauche vers la droite de ce plateau. Vous êtes médecin psychiatre et coordinateur d'une équipe santé mentale et précarité à l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes. On en parlera dans quelques instants. Vous avez le droit de compléter si ma présentation est insuffisante, évidemment. Je présente rapidement. Martin Molina, vous êtes également médecin au sein du réseau Louis Guillou et vous avez notamment en charge une action pour favoriser l'accès aux soins des migrants en Ille-et-Vilaine et plus particulièrement en cette période de Covid, vous avez mis en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement aux soins Covid pour les migrants qui en sont touchés. Votre voisin, c'est votre directeur, c'est Patrice Prêteur, directeur donc, du réseau Louis Guillou, une association qui intervient sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine et qui œuvre dans le secteur de la santé au service des plus précaires et notamment, on l'a dit, de cette population de réfugiés. Et on termine le tour de table qui n'est pas ronde avec vous, François-Xavier Schleyer. Vous êtes sociologue à l'École des hautes études en santé publique, le HESP, et vos travaux portent notamment sur les professions de santé, la manière dont il est possible d'accéder aux soins et ce que nous dit finalement ce travail des professionnels dans l'accueil et dans l'accompagnement des plus fragiles. Alors voilà, le panorama est dressé, vous avez devant vous des personnalités dont vous avez compris à la fois l'engagement et puis la connaissance des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer avec vous, Philippe Leferrand, pour vous demander comment vous ressentez justement cette articulation, cette juxtaposition des deux termes, santé et précarité. En ce moment, c'est compliqué. Vous avez le micro. Ça fonctionne. Alors oui, en ce moment c'est compliqué. Enfin, je pense que pendant la première vague, on parle de vague et de deuxième vague, ça n'a pas été si compliqué que ça parce qu'il y a une espèce d'effet de sidération en fait. La santé mentale, c'est un phénomène à cycle lent. Par contre, je pense que les problèmes vont arriver maintenant. Hein. Le pire est à venir. Je pense, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'au printemps, il y avait une espèce d'espoir. Hein, que ça allait s'arrêter, en tout cas. Et puis, comme ça devient beaucoup plus compliqué maintenant, je pense qu'il y avait eu quelques décompensations, beaucoup d'états de stress. Hein, mais pas si dramatique que ça, on n'a pas été si impacté que ça au début parce que c'était le moment d'une forme de sidération et donc tous les gens, les personnes mobilisaient toute leur énergie pour faire face. Mais on sait que dans le stress chronique, c'est l'effet d'épuisement qui arrive, hein, c'est le burn-out, hein, c'est ça. Hein. Le burn-out n'est pas un stress aigu mais un stress chronique et donc cet épuisement, je pense qu'on risque d'y être confronté à l'avenir. Alors je le disais en vous présentant, Philippe Leferrand, vous êtes médecin psychiatre, donc la santé mentale est vraiment le domaine d'expertise et d'observation qui est le vôtre. De ce côté-là aussi, il y a des inquiétudes croissantes et peut-être des manques. Alors des inquiétudes croissantes, oui, c'est-à-dire que la précarité... Parlez bien dans le micro. Oui, alors la précarité, c'est un phénomène très ancien, depuis que l'homme existe. Ça a été repéré par beaucoup de mes collègues, sociologues aussi. C'est quand même un phénomène qui s'aggrave, disons, depuis une vingtaine d'années. C'est l'évolution du monde qui veut ça, hein, la promotion de l'individualisme, on en parlait tout à l'heure, de l'autonomie. L'autonomie comme valeur sociale majeure maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont pas autonomes, du coup, qui ont besoin des autres, voilà. Donc c'est un phénomène qui s'aggrave et donc la santé mentale et précarité, c'est un cercle vicieux, c'est quelque chose qui fonctionne en miroir. Hein, plus la précarité augmente, plus ce qu'on appelle la détresse psychosociale augmente aussi. Alors vous utilisez des mots précis, on va peut-être prendre le temps de les définir ensemble, parce que quand on parle de santé mentale, c'est un terme un peu polysémique qui recouvre différentes réalités. Vous aimez vous rattacher à une définition qui fait autorité, celle de l'OMS. C'est-à-dire que la santé mentale, en France en tout cas, c'est un euphémisme pour dire psychiatrie. Hein, on dit santé mentale, comme ça c'est plus doux que dire psychiatrique, parce que la psychiatrie renvoie à la folie, donc je ne suis pas fou, voilà. Donc mais dans les définitions, la psychiatrie est une partie de la santé mentale. Hein, et donc il faut, je pense que c'est intéressant de distinguer les deux. Hein. La psychiatrie, c'est donc partie de la santé mentale, mais aussi partie de la médecine. Et donc la psychiatrie est une branche de la médecine, donc il y a sa grille de compréhension médicale. Hein, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, voilà, il y a des symptômes, on fait un diagnostic, il y a des traitements, etc.
Alors que la santé mentale, c'est beaucoup plus vaste, en fait. La définition de l'OMS en santé mentale, c'est l'axe bien-être, mal-être d'une personne dans son environnement. Ce qui veut dire que la santé mentale a une triple compréhension biopsychosociale. Donc la notion de biopsychosociale aussi, c'est une tarte à la crème un petit peu. Hein. Mais ce qui veut dire que tout le monde peut être concerné par la santé mentale, hein, puisque c'est la notion de bien-être ou de mal-être dans son environnement. Donc potentiellement... Mais quand on applique cette définition-là aux populations les plus fragiles, les plus précaires, ou les réfugiés, les migrants dont on parlait, là ça prend une intensité encore plus grande. Ça prend une intensité toute particulière, notamment dans la prise en charge concrète des personnes. C'est-à-dire que beaucoup de précaires ont des problèmes de santé mentale sans avoir pour autant des troubles psychiatriques. C'est-à-dire que dans notre équipe, par exemple, on fait des statistiques comme un petit peu partout, on est dans un registre 80-20%. De 80 quoi? Alors 80% de troubles de santé mentale et 20% de psychiatrie au sens médical. On sait par exemple dans la population générale... Donnez-nous quelques exemples. Oui, alors, pour la psychiatrie par exemple, dans la population générale, on considère que 1% de la population par exemple souffre de schizophrénie, mais à la rue, on monte à 20%. Voilà. C'est l'évolution du monde de la société qui veut ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes psychotiques à la rue. Donc notre travail, par exemple, c'est d'aller au-devant de ces personnes et de les amener vers le soin psychiatrique, du coup, puisque le lieu du soin de la schizophrénie, c'est quand même l'hôpital psychiatrique, les CMP, etc. C'est à peu près 20% de notre travail, hein, d'administration. Ce qui est énorme, hein, on regarde la... C'est déjà pas mal, oui, oui. Surtout qu'ils accumulent les handicaps en quelque sorte. Non seulement il y a des troubles psychiatriques, mais ce qu'on appelle la désaffiliation, c'est-à-dire qu'ils sont éloignés de leur famille, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à la rue, plus la pauvreté, plus la précarité, etc. Donc plus les addictions aussi en général, donc on accumule les difficultés pour les personnes psychotiques à la rue. Les 80% restants, c'est cette notion de détresse psychosociale, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux entre une souffrance sociale, hein, donc la précarité, la pauvreté, l'exclusion, hein, et des fragilités psychiques. Donc avec un phénomène de cercle vicieux, la précarité, l'exclusion, la pauvreté aggravent la détresse psychique, qui aggrave la précarité, la pauvreté, l'exclusion. Et donc on arrive à une espèce de clinique de marasme psychique de personnes en déréliction, en dépression et tout ça. Donc ça c'est de la santé mentale. Merci pour cette première définition, je pense qu'il nous aide à prendre la mesure de la situation. Alors, on le disait, la situation elle est compliquée en ce moment. Et je me tourne vers vous, Patrice Préter. Vous êtes le directeur, vous avez le micro, effectivement. Vous êtes le directeur du réseau Louis Guillou. Et non, ça fonctionne, ne touchez à rien, il est branché. Il suffit de parler dedans, comme je le fais, tout près comme ça. Et je le disais, vous travaillez avec... des acteurs de terrain sur le département d'Ille-et-Vilaine pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. Hein, on les a citées, les personnes en précarité et singulièrement en ce moment les personnes migrantes qui sont sur notre territoire. On a entendu le constat du docteur Leferrand. Quels moyens, justement, de quels moyens disposez-vous et comment adaptez-vous vos interventions et expliquez-nous comment fonctionne votre réseau. Vous n'êtes pas tout seul. Ah non, on n'est pas tout seul, on est quand même une équipe composé de personnel soignant et de personnel social en fait, au niveau du réseau. Alors c'est vrai que le réseau il est né en fait de la problématique du VIH, ça remonte, hein, c'était dans les années 90. Du coup effectivement sur la nécessité de faire du lien entre l'hôpital et en fait la ville et les acteurs de ville du coup sur le soin des personnes. Donc ça a vraiment été le démarrage du réseau qui a vraiment pris en compte ces questions-là. Qui est resté positionné en fait sur ces questions jusqu'au début des années 2000 en fait. Hein, voilà, les traitements ayant évolué, du coup, la question de se dire qu'est-ce que le réseau fait de ses compétences de travail en partenariat, voilà, sur la prise en compte des questions de santé. Et il y avait effectivement une question qui paraissait évidente, c'était la question de la prise en compte des personnes migrantes et en situation de précarité, puisque là, il y avait quand même un manque de réponse. Donc à ce moment-là, a été créé un centre médical, Louis Guillou, et notamment en fait un pôle interprétariat, puisque l'idée... Il y a le barrage de la langue, bien voilà, il y a le barrage de la langue, et qui est quand même un barrage assez important en fait, pour l'accès aux soins. Voilà le principe, quand même, que les personnes comprennent bien, adhèrent bien en fait, aux propositions et les acceptent, les consentent en fait, aux soins.
Donc la nécessité de monter en parallèle un centre médical adapté, avec effectivement des particularités aussi qui peuvent être sur du coup des dépistages en fonction du pays d'origine, et de pouvoir être soigné dans sa langue. On parle combien de langues maintenant au sein du réseau? Alors là, il me semble qu'actuellement, on doit être à 17 langues. Alors nous, on intervient essentiellement en interprétariat en présentiel. C'est-à-dire que les interprètes sont dans les cabinets des médecins. On a vraiment cette forme-là, on fait un peu d'interprétariat téléphonique. Voilà, nous, on a 17 langues, et après, il peut y avoir un appui sur des plateformes qui peuvent proposer des langues plus rares au niveau du soin. Alors on entendait Philippe Leferrand nous dire que la situation actuelle elle était encore plus compliquée peut-être que précédemment. Comment vous vivez justement, comment vous avez vécu la période du confinement, l'arrivée du Covid, les nouvelles pratiques sanitaires qui en découlent? Alors effectivement, ça a été au-delà de la sidération qu'on a aussi quand effectivement il y a eu ces mesures de confinement qui ont été prises. On a été sollicité très rapidement en fait pour la mise en place d'un centre d'hébergement spécialisé. Pour la spécialisé Covid, pour la mise à l'abri des personnes atteintes de la Covid sous des formes non graves en fait, et sans possibilité de se confiner et sans domicile. Alors je crois que c'est le travail de votre voisin, Martin Molina, et le médecin qui est en charge de ce centre, c'est bien ça? On va lui passer la parole pour savoir comment ça se passe. Oui. Donc du coup, on a rapidement participé à ça avec l'association Saint-Benoît-Labre, donc avec un centre qui permettait à la fois de permettre aux personnes qui ne pouvaient pas d'être confinées, mais surtout d'avoir aussi une surveillance quand même médicale. Et puis parallèlement, il y a eu beaucoup de mutations dans le réseau Le Guillou, le centre médical, où on a pu aussi organiser des consultations dédiées dans le centre médical, réaliser des dépistages. On a réussi à dégoter un camion sanitaire pour faire des tournées. Pas faire des tournées, mais en tout cas être mobile et pouvoir aller directement auprès des gens dans les points santé, les centres d'accueil, les centres d'hébergement, et faire des consultations et éventuellement faire des tests PCR. Parce qu'on le disait, il y a le barrage de la langue. C'est peut-être un des soucis de... L'actualité ne s'arrête jamais. Je suis d'astreinte. Voilà, j'ai le droit de répondre, si c'est important. Non, ça va. Ça va aller? Bon. Je le disais, oui, le problème, c'est peut-être aussi l'information. Comment sensibiliser des populations avec lesquelles il est difficile de communiquer sur un sujet nouveau, avec la mise en œuvre rapide de nouvelles règles qui sont peut-être un peu difficiles à comprendre au départ. Alors justement, dans notre réseau, il y a des personnes qui se sont tout de suite mises à traduire et à dégoter un peu partout des outils pour pouvoir diffuser dans de nombreuses langues les gestes barrières, les consignes, au moment où il y avait ça a été un souci, ça aussi, donc les attestations pour pouvoir sortir. Il y a beaucoup de nos patients qui n'en avaient pas, donc qui ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il fallait remplir, comment, donc on s'en est chargé aussi beaucoup. Et oui, ça a créé de gros soucis dans les centres médicaux où il y avait des filières et où on expliquait par des panneaux où il fallait aller quand on avait des symptômes et où il ne fallait pas aller. Forcément, il y a des personnes qui ne pouvaient pas comprendre ces consignes-là et qui se retrouvaient assises dans la salle d'attente alors qu'elles avaient des symptômes qu'il ne fallait pas. Donc il y a eu je pense que la période du coronavirus a révélé et a exacerbé tout un tas de difficultés et de trous dans la prise en charge de ces personnes. Vous avez, avec le temps et les semaines passant, réussi à instaurer des protocoles particuliers, à mettre en œuvre des démarches ou des filières qui font leur preuve aujourd'hui? Alors oui, on a fait ça très rapidement en fait, mais on a eu une chance ici en Bretagne, c'est qu'au moment du confinement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de cas. L'épidémie n'a pas été... quand déjà nos collègues de l'Est et de région parisienne nous racontaient ce qui se passait, nous, il y avait le confinement et on a pu mettre en place des choses assez rapidement. Dans le centre médical, on a dédié tout un étage
aux prises en charge à la filière Covid. Mais je reviens à ce que disait M. Leferrand juste avant. Voilà, c'est maintenant là que c'est beaucoup plus compliqué. À cette époque-là, tout était à l'arrêt. Les centres de santé, les médecins, ils ne recevaient plus de patients, ils étaient disponibles. Nous, c'est pareil, tout était quasiment arrêté, donc on était disponible. Actuellement, les choses repartent un peu plus et pour le coup, la vie continue et on continue à faire notre activité comme avant la crise sanitaire. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. On vous sent un peu inquiet dans votre propos, Patrice Monina, sur la suite, là, les prochaines semaines. On va rentrer dans le dur, ça va être compliqué. Je ne peux pas vous dire. Oui, après, je ne suis pas devin, mais en tout cas, oui, le souci là, c'est que les choses reprennent tranquillement, mais sûrement, et que pour le coup, tout continue, et que les forces de travail, elles ne sont pas entièrement dédiées à ça, sauf qu'il y a ça aussi. Au niveau du réseau, Louis Guillou, je me retourne vers vous, Patrice Préter, vous en êtes le directeur. Vous allez réorganiser vos équipes. Il y aura un avant et un après Covid dans votre manière de travailler, y compris avec peut-être des partenariats nouveaux. Alors, tout à fait, en fait, parce que voilà, du coup, en acceptant cette mission, parce que du coup, c'était aussi en lien avec les partenaires des bailleurs, l'ARS, la préfecture, la DCSTP. Du coup, on s'est engagé. Voilà, ça nous a permis aussi d'aller vers des nouveaux partenaires, voilà, des nouveaux lieux, notamment, je pense, aux hôtels, ces endroits effectivement qui sont un peu aussi des zones voilà, un peu grises où il n'y a pas vraiment d'intervention. Donc voilà, nous, ça a été l'occasion et Martin voilà, a pu aller à la rencontre des hôteliers sous des formes diverses. Donc c'est vrai que c'est aussi un nouveau public. Alors un nouveau public pour nous aussi parce que c'est vrai qu'on reçoit principalement quand même des personnes issues de l'immigration. Mais là, du coup, l'entrée étant quand même plus globale puisqu'on a travaillé avec les structures d'hébergement mais aussi les centres d'hébergement d'urgence. Du coup, pour essayer d'apporter un appui, avoir des conseils parce que c'était une période aussi c'est toujours une période où les centres témoignent en fait de demandes, voilà, peuvent se retourner vers nous ou vers d'autres, voilà, par rapport à des questions de santé, par rapport à des conseils sur effectivement quelqu'un qui présente des symptômes, ce qu'il faut faire, voilà, quelle conduite à tenir. Donc effectivement, là, aujourd'hui, on a développé en fait plusieurs dispositifs, puisqu'on a le centre là dont Martin parle, mais il y a eu aussi la mise à l'abri pendant l'épidémie en fait, de personnes ayant des comorbidités en fait, qui risquaient de faire des formes graves. Donc effectivement, dans un premier temps, il y a eu l'auberge de jeunesse qui a été réquisitionnée avec la mise à l'abri de 38 personnes. Voilà, et aujourd'hui, maintenant, ils sont sur le foyer de jeunes travailleurs, l'ex-foyer de jeunes travailleurs, parce que c'est plus un foyer de jeunes travailleurs, de la Motte Barry. Donc là où aussi nous, on assure un appui, un accompagnement, voilà, avec une équipe infirmière et médecin, une infirmière aussi qui a été embauchée. Donc en tout cas, cette forme d'aller vers, de développer la mobilité, d'assurer un appui aux équipes sociales, voilà, parce que les structures ne sont pas toutes dotées, loin de là, en fait, de référents sanitaires. Alors, la chance là, c'est qu'à l'association Benoît Lab, et pour nous c'est vraiment une chance, du coup ils viennent de recruter une infirmière, voilà, c'est un choix de leur association. Ils auront peut-être l'occasion de la présenter tout à l'heure. Mais voilà, pour nous c'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup c'est aussi une façon de travailler, voilà, de pouvoir s'articuler. Donc oui, ça a créé en fait de nouveaux partenariats, de nouvelles questions en fait, voilà. Après, ce que ça a pu mettre aussi en exergue, c'était la question aussi du droit des personnes, du consentement, parce que c'était aussi des questions qui sont posées, voilà, sur voilà, ce qu'on a pu nous demander, la façon dont on a toujours souhaité que les personnes voilà, donnent leur accord, en fait, elles consentent en fait aux soins, à la mise à l'abri, des conditions un peu indispensables pour nous, que les gens adhèrent en fait à ce que l'on a. Aux propositions qui sont formulées. Voilà. Et ça, c'est une période où ça a été questionné, vraiment au niveau des mesures prises dans l'urgence et des peurs en fait, voilà, légitimes. C'est quelque chose sur lequel, en tout cas, nous, voilà. Oui, Martin. Oui, justement sur cette question du consentement, je pense qu'il y a beaucoup à dire.
Mais du coup, oui, et en effet, moi j'ai vu deux problèmes principaux, enfin deux situations souvent revues. Donc d'une part, chez les personnes qui sont demandeuses d'asile, qui sont quand même dans une position un peu délicate, parce qu'elles demandent l'asile et qu'elles ne sont pas sûres de l'obtenir. Et donc du coup, quand on les voit et qu'on leur dit, bon, vous avez tel et tel symptôme, voilà, ce serait bien de faire un test, est-ce que vous acceptez, votre test est positif, est-ce que vous accepteriez d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir pendant tant de temps, ben, elles consentent, mais elles consentent... avec la peur au ventre. Voilà, aussi avec une situation sociale qui ne leur permet pas forcément de dire non. Et puis avec les personnes qui sont à la rue, juste à la rue, et qui souhaitent rester à la rue, c'est pareil, hein, les consignes sanitaires, c'était il est positif, donc il faut le confiner. Hein. Et donc on allait à la rencontre des gens, et puis on essayait de discuter avec elles, et puis d'obtenir leur consentement, mais souvent, quand on est à la rue, être confiné, enfermé pendant un temps donné, c'est pas forcément facile. Et donc voilà, la question du consentement était centrale. Ouais, c'est une question que vous connaissez bien aussi, Philippe Leferrand, cette question du consentement, de la mise à l'abri, c'est pas facile pour les personnes à la rue. En psychiatrie, le consentement, enfin le soin sans consentement, c'est clairement identifié en termes médico-légaux. Hein. Le soin sous contrainte, il y a un cadre très, très spécifique pour ça. Et hors ce cadre spécifique, c'est pour le consentement en psychiatrie. Hein. Donc l'affaire du Covid est hors domaine psychiatrique. Hein. Soyons clairs. Oui, on est bien d'accord. Alors, vous avez évoqué les uns et les autres, et je me tourne vers vous, François-Xavier Schleyer, à ce stade de nos échanges, parce que je pense que vous allez nous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair aussi. On a bien compris que cette question de l'épidémie, de la crise sanitaire, du moment très particulier qu'on a vécu, agit en quelque sorte comme un révélateur de ce qui marche et surtout peut-être de ce qui fonctionne moins bien. En tant que sociologue très attentif à ces questions de prise en charge et de rôle des personnels de santé dans la société, quels enseignements vous tirez de ce que nous sommes en train de vivre? Ça me paraît très tôt pour tirer des enseignements. Le principal enseignement, c'est qu'il faut étudier ce qui s'est passé. Et s'en instruire, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Ça n'a pas marché comme on l'avait prévu. Et du coup, c'est tout à fait essentiel de comprendre, à la fois au niveau de l'information, au niveau des prises en charge, au niveau des partenariats locaux, ce qui s'est passé et finalement ce qu'on peut justement en tirer. Et je crois qu'il faut... Enfin, s'il y avait un enseignement à tirer, c'est de ne pas tirer des leçons trop vite. Rester prudent. Oui, non seulement rester prudent, mais accepter de ne pas savoir. Et vraiment travailler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que sinon, on est sur des clichés et on risque de passer à côté. En fait, le système a été quand même bien interrogé. Et en fait, cette crise est un traceur de ce qui fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné, et de ce qui fonctionne moins bien. Donc je pense qu'il faut... finalement, il y a une opportunité pour une mobilisation de réflexion partagée, pour essayer de s'inscrire à partir des observations réelles et pas forcément des a priori, pour documenter ce qui s'est passé et s'en instruire. Réflexion partagée, dites-vous, qui idéalement faudrait-il mettre autour de la table pour nourrir ce questionnement? C'est pas autour d'une table que ça se passe. C'est plutôt, je dirais, sur le terrain, pour documenter réellement ce qui s'est passé au niveau des choix qui ont été faits, des modes de prise en charge, de l'observation. Il faut avoir de la donnée et à partir de ces données, travailler. Mais je crois que justement, c'est pas le tour de table, c'est vraiment l'enquête approfondie. Parce qu'on est dans des phénomènes assez nouveaux et qui risquent de se répéter. Donc, ça vaut le coup. Comment vous réagissez aux témoignages que nous venons d'entendre sur ce qui s'est mis en œuvre sur le territoire que nous connaissons ici à Rennes et alentour? Alors moi, j'aurais deux réflexions à propos de ce qu'a dit le docteur Leferrand. On parle bien de santé, c'est-à-dire qu'en France, spontanément, on assimile santé, maladie, soins.
Et la santé, dans ce que vous dites, c'est... Alors, on sourit toujours de l'OMS, l'OMS c'est fait pour les pays sous-développés, c'est connu. En fait, pas tellement. On peut s'instruire de ce que fait l'OMS, et cette approche dont on sourit, bio-psychosociale, elle est quand même fondamentale. Alors, dans votre domaine, la santé mentale, mais dans la santé en général, parce qu'on voit bien sur les populations précaires, un des très gros problèmes, c'est l'absence ou la faiblesse de l'intégration sociale. Et le fait de ne pas être intégré socialement, c'est-à-dire d'avoir des liens faibles ou rompus, des liens familiaux, des liens du travail, des liens amicaux, des liens de citoyenneté. Alors là, les migrants cumulent, ils n'ont pas le droit de travailler, ils ne sont pas citoyens, ils sont privés de leur famille souvent et ils ont peu d'amis. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Et on voit bien que ce vécu de liens sociaux altérés atteint l'estime de soi, la confiance dans les institutions et finalement est très délétère sur la santé mentale des gens, justement. Donc, à mal prendre en charge les gens, on dégrade la situation. C'est-à-dire que la situation, pour améliorer la santé, bien sûr, il faut se mobiliser sur du soin, mais en amont du soin, c'est ce que vous faites. Mais c'est... Alors, on parle du logement, on parle de l'intégration sociale, donc il y a tout un travail je dirais, de prise en charge, d'accompagnement pour l'intégration sociale des personnes, et c'est à ce prix-là qu'on fabrique de la santé quelque part. Le soin, c'est, quant à la pathologie, et là, c'est ce que vous dites très bien sur le 80-20, la loi de Pareto, on a, heureusement, on en a 20 sur le volet vraiment pathologique, mais en même temps, on peut avoir de la souffrance et des problèmes de santé psychique, mais autres, à cause de situations complètement dégradées. Ça, c'était la première observation. Oui, une deuxième. Alors, ma deuxième observation, c'est que, je dis détruisme, je suis désolé, mais on voit bien que dès qu'on s'attaque à des questions de santé proprement dites, on sort un peu du ministère de la Santé ou des acteurs de la santé, c'est-à-dire on convoque tout le monde. On convoque tout le monde et donc c'est une approche de tous les acteurs, les élus, les différents ministères, etc. Mais le problème, c'est de trouver un ciment. Et le ciment, c'est plutôt au niveau d'un horizon de sens, ce qu'on appelle les valeurs. Et ça s'appelle la justice sociale. Donc les questions de santé, dès qu'on a une approche populationnelle, sont absolument liées, mais très intimement liées, à un projet, finalement, de sens et à un minimum d'accord sur la nécessité d'avoir une justice sociale peut-être plus réelle, en tout cas, et moins idéale. Si je vous suis bien, la réponse que nous apportons collectivement à la situation à laquelle nous faisons face dit beaucoup de ce qui nous réunit ou nous divise, de ce qui fait société en quelque sorte. Disons oui, et puis la réponse à apporter, c'est pas forcément le plus de soins, c'est aussi en amont, et c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et ça, une compréhension de la santé me semble devoir être beaucoup plus large que la seule convocation des services de santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Avant de vous passer la parole pour nourrir l'échange en direct, peut-être que chacun d'entre vous pourrait partager ce soir avec nous les objectifs ou les intentions qui sont les vôtres pour la suite. Vous avez tous, à juste titre, certainement souligné le fait que demain allait sans doute être encore un peu compliqué et qu'on n'était peut-être pas sorti d'affaires, loin de là. Alors comment, dans les domaines de compétences et de responsabilités qui sont les vôtres, pouvez-vous peut-être proposer des solutions ou aller un peu plus loin? Quelles sont les prochaines étapes de chacun dans vos domaines? On va commencer avec vous, Philippe Leferrand, sur le sujet de la santé mentale. Sur la santé mentale, l'enjeu, c'est presque l'organisation même du système, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est la notion, que dans d'autres pays, on appelle la psychiatrie communautaire ou la psychiatrie sociale, c'est-à-dire tout l'enjeu du psychosocial, en fait. C'est à la fois une demande qui est adressée à l'hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle le secteur en psychiatrie, de prendre en charge tout problème de santé mentale sur un territoire, sauf qu'on charge de plus en plus la bulle et que l'hôpital psychiatrique ne peut pas répondre à toute cette demande. Je crois qu'il y avait une étude de l'OMS, de l'HESP, ma collègue de l'HESP, Madame Coves, avait étudié ça il y a quelques années.
la demande augmente de 100% tous les 10 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un doublement de la demande tous les 10 ans, mais pas les équipes. Ce qui fait que sur le territoire national, enfin spécifiquement à Rennes, ce qui fait qu'en tout cas à Rennes, moi j'observe ça, hein, c'est que les équipes de psychiatrie se concentrent sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la pathologie mentale, la schizophrénie notamment, mais il y a un blanc en termes de santé publique sur la détresse psychosociale, en fait, c'est-à-dire sur la santé mentale en général, quoi. Et c'est là que le bas blesse, donc à un moment donné, effectivement, c'est un choix de politique sanitaire qu'il faut mettre sur la table. Donc ça va être un point de vigilance important. Du côté du réseau Louis Guillou, aussi, vous avez indiqué les nouvelles organisations qui étaient les vôtres, l'ouverture de ces centres particuliers. Il y aura d'autres initiatives qui vont être prises prochainement ? Sans doute, hein. Du coup, là on réfléchit sur les suites à donner. En fait, du coup, pour revenir à votre question initiale, moi j'aurais voulu parler aussi de l'accès aux droits de santé, en fait. Voilà, parce que l'accès aux droits de santé, alors c'est vrai que là il y a eu des ouvertures de droits pendant la crise. Voilà, c'est une question quand même un peu fondamentale et une question importante, du coup, voilà, qui permet l'accès à la santé. Voilà, d'une manière un peu inconditionnelle, c'est un peu ce qu'on réclame, mais on n'est pas tout seul, hein. Voilà, avec les acteurs aussi de la fédération des acteurs de la solidarité. Et ça m'apparaît un point un peu crucial, voilà, et qu'on voit bien, par exemple, dans cette logique de crise épidémique, voilà, l'intérêt en fait, voilà, de pouvoir soigner tout le monde, quel que soit son statut, voilà, quels que soient ses droits, et c'est une nécessité par humanité, mais c'est une nécessité aussi par rapport à des enjeux de santé publique. Donc voilà, ça m'apparaît quelque chose d'assez fondamental, voilà, et qu'on doit pouvoir développer, et c'est ce qu'on recherche en fait avec des différents acteurs. En fait, une approche globale, c'est-à-dire que de ne pas regarder en fait, voilà, les statuts des gens, mais de pouvoir proposer un système de soins en fait, ouvert à tous. Inconditionnel, voilà, comme on dit. Voilà, inconditionnel, voilà, et en fait, en tout cas, le réseau Louis Guillou ne souhaite pas devenir le réseau de santé des précaires et des migrants. L'idée, c'est justement de travailler à des ponts, voilà, à des liens avec le système de santé global, voilà, tel qu'il est organisé aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est vers cet horizon-là qu'on veut tendre, en fait, hein, et qu'on porte nos efforts, et qu'on est aussi en dialogue aujourd'hui avec les autorités de l'État et les autorités de santé. Hein. Du coup, voilà, ça, c'est nos perspectives. Sur le terrain, justement, oui, Dr Molina, vous peut-être compléter sur la traduction concrète de ce que vient d'exprimer Patrice Preter. Non, je souscris totalement. Voilà, enfin, c'est exactement ça. Plus de moyens à la fois pour la santé, à la fois pour l'intégration sociale, et encore insister sur le fait que, alors c'est pas une leçon de cette crise, hein, mais c'est un constat, et je pense qu'il a été fait. La santé de tous dépend de la santé de ceux qui sont de la plus mauvaise santé au sens général. Et donc voilà, favoriser l'accès à la bonne santé au sens de l'OMS, et c'est vrai que c'est structurel là, c'est plus d'accès aux droits de santé, plus d'accompagnement social, plus d'accès à l'hébergement. Plus d'implication aussi des citoyens peut-être, et des bien portants, comme on dit. Enfin, on est tous concernés, là, on est tous à la même enseigne avec le Covid, ça nous remet peut-être aussi face à nos propres responsabilités et à nos engagements. Oui, il va falloir changer de paradigme. Comme on dit. Ouais, voilà. Non, mais tous et puis que tous les acteurs se remettent autour de la table, ce qui a été mieux fait, c'est vrai, mais pas totalement, encore, et pour faire des réponses qui soient des réponses globales, et pas des réponses pas des réponses en fonction du statut des personnes. Voilà. On termine avant de vous passer la parole peut-être avec un complément avec vous, François-Xavier Chaillard, sur l'organisation justement à venir. On sait qu'à l'EHESP, il y a beaucoup de ressources de réflexion et de formation aussi, hein, des futurs responsables de la santé publique en France. Vous allez insister davantage encore sur cette nouvelle manière de faire ensemble que vous avez pour eux. Il y a deux choses à mon sens. On peut toujours demander plus de moyens partout, mais le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de moyens qui sont donnés et des choses qui ont avancé objectivement.
Et en même temps, on est toujours dans la même insatisfaction. Ça, c'est le problème de la société démocratique. C'est-à-dire, dès lors qu'on a un but, plus on s'en rapproche, plus on est insatisfait. Donc, on est condamné à être insatisfait, et c'est très bien, parce que du coup, ça nous oblige à avancer. Mais objectivement, il y a quand même des choses qui se réalisent. Le problème, c'est effectivement l'intégration. Alors, c'est là où le territoire est intéressant, parce que c'est une échelle qui est plutôt favorable pour la faisabilité, je dirais, du partenariat, des liens. Alors à Rennes, on voit le cas, hein, il y a beaucoup de réseaux et vous l'incarnez. Donc l'échelon territorial est quand même une dimension de mise en œuvre. Oui, c'est peut-être la bonne dimension. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qui est un peu, ce qui questionne, c'est la perspective actuelle en santé publique. On est beaucoup sur une logique de consommation, c'est-à-dire qu'en fait, on est de l'individu consommateur, l'individu autonome, l'individu responsable, et finalement qui doit apprendre à se gouverner lui-même, etc. Alors, bien sûr, c'est important et c'est en phase avec notre société, mais ça pose un vrai problème, justement, pour ceux qui sont, alors vous disiez désaffiliés, ou qui sont faiblement intégrés, parce que là, pour le coup, ils n'ont pas les conditions de possibilité d'être autonomes, responsables, etc. Donc je crois qu'il faut être quand même très vigilant de ne pas avoir je dirais des politiques centrées uniquement sur l'individu autonome et responsable, et finalement avoir comment dirais-je, un volet de solidarité et d'approche collective qui permettent justement de servir de filet pour tous ceux qui n'arrivent pas à l'autonomie. Merci beaucoup. Je vais vous demander qu'on conclue peut-être d'un mot ou d'une intention cette table ronde avant de poursuivre avec la suite de l'Assemblée Générale de l'association sur des rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie que les uns et les autres qui sont ici, et on sait que dans cette salle il y a pas mal d'acteurs, puissent s'impliquer, on a entendu un travail de terrain indispensable. S'il fallait qu'on prenne un engagement là tous ensemble aujourd'hui et qu'on se donne rendez-vous dans quelques temps, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Pas facile, hein? Je crois que c'est un travail de coopération. Ce que vous êtes déjà en train de faire ensemble. Hein. Oui, qu'on pourrait encore approfondir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déléguer au centre de soins, à l'hôpital, tout le travail. À un moment donné, la santé, c'est l'affaire de tous, on dit. Donc c'est ce travail de partenariat en réseau, multidisciplinaire, où chacun est certes à sa place, mais coopère dans un projet collectif. Merci. Bon souhait. Merci Philippe Leperron. Est-ce que vous avez aussi du côté du réseau Louis Guillou, Patrice Préfère et Martin Molina, des ententes et des ambitions? Sûrement. Disons, comme disait Martin Molina tout à l'heure, c'est vrai que là, on est un peu dans le jus, entre guillemets. Hein. Voilà, effectivement, aujourd'hui, la difficulté est d'être investi en fait, dans la lutte contre l'épidémie, d'être dans ces dispositifs. Et en même temps de continuer notre activité. Donc là c'est vrai que c'est une période vraiment compliquée. Voilà, bon, je souligne parce que je trouve que c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai que les perspectives, on les construit aujourd'hui déjà. Hein, à partir de cette approche un peu globale. Bon, après il y a des paramètres sur lesquels on peut agir collectivement avec les autres associations sur l'infléchissement de politique, mais bon, c'est jamais trop évident. En tout cas, nos aspirations, elles vont de ce côté de l'accès à la santé avec une approche globale, ça c'est sûr, et que dès aujourd'hui, on est déjà au travail avec différents partenaires, mais aussi avec le MVP sur la question, effectivement, du renforcement de temps de psycho, le psychotrauma. Il y a déjà des choses comme ça qui sont engagées. Mais voilà, je tenais quand même à souligner, de dire que dans cette période, on a du mal à voir loin, même si c'est nécessaire, hein, du coup, et qu'on y passe du temps. C'est ça que peut-être... Oui, voilà. On voit de plus en plus de choses qui ont été prévues pendant l'été, qui a été assez calme, de tirer les leçons du Covid, sauf qu'en fait, on est en plein dedans. Voilà. Et les questions de la précarité et de la santé et de la précarité sont les mêmes qu'avant, en pire. Et je pense que un constat en tout cas qui est renforcé, qui était déjà là avant, c'est qu'il faut plus de solidarité, j'ai bien aimé ce mot-là,
et plus de coopération encore entre tous les acteurs et pas que de la santé. Merci beaucoup. Et le mot de la fin avec vous, François Trébicher. Vous avez le micro, si vous voulez, devant vous. Ça sera plus simple. Simplement pour dire que ces temps d'échange et de réflexion partagée me semblent absolument essentiels. Et aussi l'ouverture, l'association Saint-Benoît-Labre avait accueilli des étudiants pour une réflexion, enfin une enquête réflexive. Et je trouve que c'est très bien qu'on puisse partager aussi une analyse, en fait, et un peu de recul pour envisager ensemble des solutions qui ne tomberont pas du ciel. Qui ne tomberont pas du ciel. Merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'on peut vous applaudir.